Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je vous laisse venir. Je vous laisse venir. Normalement, c'est bon. Normalement, je suis en direct et c'est parti. Alors, aujourd'hui, nous allons parler donc de l'art-thérapie et l'homéostasie au service de l'hypersensibilité. Alors, pourquoi ce live un peu particulier, avec des mots un peu bizarres? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, comme certaines le savent, si vous me suivez depuis le début, bonjour, bonjour, je vois que j'ai déjà quelqu'un d'arrivé. Je vais peut-être attendre un petit peu quand même, parce que c'est un sujet un peu complexe et en même temps pas du tout. C'est de notoriété publique. Bonjour Karine, toujours là, toujours là, toujours là. Merci à toi. Donc du coup aujourd'hui, voilà, on va parler de l'art-thérapie et l'homéostasie au service de l'hypersensibilité. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi. Pourquoi ce sujet un peu bizarre, un peu particulier? Qu'est-ce que ça veut dire homéostasie? Quel rapport avec l'art-thérapie, avec l'hypersensibilité? C'est vrai que c'est un peu étrange à premier abord. Oui, Karine, tu es toujours la fidèle. Donc c'est étrange et en même temps non. Donc je m'explique. Donc comme certaines le savent depuis le début, donc j'ai été avant conseillère et responsable du rayon santé beauté d'un magasin bio pendant 2 ans, suite à une formation, suite à mes 2 ans de formation en naturopathie. Donc je ne suis pas naturopathe parce que j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai arrêté avant à cause de mon hypersensibilité notamment. Mais il m'a semblé qu'à travers la naturopathie, il y avait quand même beaucoup de choses qui pouvaient m'aider aujourd'hui à vous communiquer une aide en termes de prévention. Donc l'autre jour, je vous ai parlé de l'art-thérapie en prévention pour appréhender nos émotions. Mais la naturopathie en est une aussi, et je pense que l'association des deux est bénéfique, et je ne pense pas que ce soit un hasard si j'ai fait cette formation-là avant. Donc je pense voilà, qu'on peut associer la naturopathie avec l'art-thérapie, et que les deux en symbiose vont vraiment nous aider à appréhender nos émotions au quotidien, à faire en sorte donc de mieux les vivre, parce que c'est quand même l'objet de mes partages, de mes échanges avec vous, de faire en sorte de vivre au mieux votre hypersensibilité, vos émotions, et que ce soit le top du top. Enfin, en tout cas, essayez d'y venir au maximum. Donc, du coup, donc ça va être l'objet, ça va être du coup la prévention. Et la prévention, en fait, elle va se passer à travers l'homéostasie. Donc, qu'est-ce que l'homéostasie, justement? Eh bien, c'est un processus de régulation par lequel l'organisme passe pour maintenir tout l'équilibre du corps. Donc c'est vraiment l'homéostasie, si on pouvait le résumer, c'est l'équilibre du corps. Et l'équilibre comment? À travers le corps, l'âme, l'esprit. Ça, c'est vraiment les 3 mots de base de la naturopathie. Être dans l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça va être préserver l'équilibre du corps à travers plusieurs aspects. Parce que, enfin, à travers le corps. On va passer par le corps pour quelque part équilibrer l'esprit. On va passer par l'esprit pour équilibrer le corps, et on va passer par l'âme pour équilibrer le corps et l'esprit, et on va passer par le corps et l'esprit pour équilibrer l'âme. En fait, c'est trois éléments qui sont indissociables, et que pour vivre notre vie au mieux, eh bien, il faut que les 3 soient en équilibre. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'homéostasie, l'équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc on va voir comment aussi bien la naturopathie que l'art-thérapie peuvent aider à cette homéostasie. Donc l'art-thérapie, j'en ai déjà parlé quand même pas mal dans les autres lives, donc on comprend bien que c'est cette gestion d'émotions à travers le processus de création qui va amener à cet équilibre, le corps, âme, esprit, parce que dans l'art-thérapie, on fait intervenir le corps. On va faire intervenir l'esprit dans le sens où on va venir se calmer, méditer, se poser, et on intervient au niveau de l'âme, parce qu'à partir du moment où notre corps, notre esprit sont bien, quelque part, on se relie à notre âme, et donc on est aussi dans l'alignement, dans l'équilibre et dans l'ancrage. Voilà.
Donc voilà, on comprend bien qu'on ne peut pas soigner le corps sans soigner l'esprit et sans soigner l'âme. Et on peut pas non plus... et si on mange mal, par exemple, en naturopathie, si on mange mal, bah forcément, ça a une incidence sur notre corps, sur notre esprit et donc sur l'âme aussi. Enfin voilà, tout est vraiment relié. Donc je sais pas si toi, Karine, l'homéostasie te parle, si c'est quelque chose que tu avais déjà entendu ou pas. Mais voilà, c'est vraiment c'est la base de la naturopathie et donc la base de l'être humain. Hein. Je dis la naturopathie, mais c'est la base de l'être humain en fait. Qu'est-ce qu'on va faire pour que cette homéostasie, cet équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit soit en équilibre? Et bien du coup, donc la base du corps quelque part, ça va être de bien le nourrir. Donc c'est vraiment voilà, oui c'est la base. Voilà, c'est vraiment la base comme tu dis. Donc bien se nourrir, eh bien ça va passer. Je vais pas repasser tous les aliments et tout, mais je vais parler de l'essentiel qui sont quand même les fruits et les légumes. Donc on ne peut pas passer à côté. On a déjà démontré tous les bienfaits des fruits et légumes, leurs vertus. Donc je vais revenir juste sur certains. Donc c'est bien évidemment source de vitamines, de minéraux, de fibres. Et donc c'est un atout santé indiscutable. On en a vraiment besoin. Ils sont notamment composés de 90% d'eau. Et donc ils contribuent à l'hydratation de notre organisme. Donc il ne faut pas oublier que quand même nous sommes, composés de 65% d'eau et que donc l'eau est indispensable et primordiale pour notre organisme. Et donc on va avoir cet apport notamment à travers les fruits et légumes. Donc ils sont très riches en fibres également, ce qui permet de réguler le transit et d'avoir un effet de satiété, de coupe-faim. Donc ça c'était une petite info annexe. Et d'une façon générale, ils ont un indice glycémique assez bas. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir un taux de sucre trop élevé. Donc ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est cette forte teneur en vitamines et en minéraux, donc notamment la vitamine C, qui a un fort pouvoir antioxydant, donc ce qu'on appelle les polyphénols, qui permettent de lutter contre le stress oxydatif. Et c'est en ça que ça nous concerne au niveau de nos émotions, de notre hypersensibilité. Parce que le stress oxydatif, c'est ce qui va justement avoir un impact direct sur nos émotions. Pourquoi? Parce que l'oxydation, ça vient oxyder les cellules de notre organisme, et à partir du moment où on oxyde les cellules de notre organisme, des cellules, on en a partout. Coucou Véronique. Des cellules, on en a partout. On est composé de cellules. Notre corps est composé de cellules. Donc forcément, ce stress oxydatif, donc l'oxydation des cellules, a un impact sur tout notre organisme et notamment les cellules de notre cerveau. Et le cerveau est quand même la base du fonctionnement de notre organisme aussi, et donc va forcément jouer un impact sur nos émotions, avoir un impact sur nos émotions. Donc, petite info naturaux comme ça, soit dit en passant, des fruits et légumes, oui, mais les fruits notamment, ne pas les prendre il faut les prendre entre les repas. Une demi-heure avant ou une heure et demie après, mais éviter de les prendre au moment du repas pour éviter les fermentations dans l'estomac et les effets désagréables tels que les gaz, les remontées acides qui viennent troubler la digestion et donc le mental. Comme on le sait, souvent c'est dit en naturopathie, les intestins sont notre deuxième cerveau. Donc si on digère mal, si on a de mauvais aliments dans notre organisme, eh bien ça va avoir un impact sur notre corps, mais sur notre cerveau. Si on digère mal, qu'on n'est pas bien, tout de suite on voit bien. Quand on est malade ou quand on a mal au ventre, tout de suite, ça a un impact sur notre mental, sur notre morale. Donc tout ça est relié. Il faut vraiment comprendre que notre organisme, il est relié de partout. Et donc notre alimentation joue un rôle forcément aussi dans nos émotions. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous mangez suffisamment de fruits et légumes par jour? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez conscience, au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais que ça peut jouer sur vos émotions? Ça peut avoir un impact sur vos émotions. Donc à travers l'eau, à travers les vitamines, le pouvoir antioxydant, et donc jouer sur le stress oxydatif, sur la digestion si c'est pris entre les repas, etc. Donc vraiment voilà... l'importance des fruits et légumes de manière globale sur nos émotions et donc sur notre mental, sur nos émotions, sur tout.
Donc pas systématique, ok oui. Alors moi c'est pareil, hein, avec la vie d'aujourd'hui, on ne mange pas forcément toujours des fruits et légumes comme il faudrait, mais ce que je cherche à vous faire passer, c'est surtout d'en prendre conscience, de se dire ah bah tiens, en ce moment je mange pas de fruits et légumes, je mange mal, déséquilibré, je me rends compte que je suis plus nerveuse, tiens peut-être que ça a un impact avec mon alimentation. Ma fille et mon mari aiment les fruits le matin au petit-déj. Moi, l'acidité du fruit le matin, je ne suis pas fan. Après, voilà, t'es pas obligé de le prendre le matin au petit-déjeuner. Tu peux le prendre, l'idéal, c'est de le prendre donc 1 heure avant le repas, vers 11 heures, et vers 4-5 heures, par exemple. Comme ça donne aussi un sentiment de satiété. On va moins manger aussi au repas du midi ou au repas du soir. Et c'est intéressant. Et ça vient de caler, avec le pouvoir de satiété, ça vient nous caler aussi. Et donc, on va pas éviter de manger des choses qui sont néfastes pour notre organisme. Plutôt des légumes de saison en ce moment, le potimarron à fond. Voilà, exactement. Donc vraiment, c'est vrai que je n'allais pas forcément en parler, mais tu m'y fais penser, Karine. Les fruits et légumes de saison, ça va être important parce que plus ils sont de saison, plus ils sont gorgés de vitamines, de minéraux et de tous les apports nutriments dont on a besoin. Donc vraiment, privilégier forcément les fruits et légumes de bonne qualité. Je ne vais pas prôner le bio, mais j'ai travaillé dans un magasin bio, donc de préférence bio. Pourquoi? Parce que ça évite les pesticides. Donc les pesticides, ça a un impact sur ce sont des perturbateurs endocriniens, donc qui ont un impact sur notre organisme, qui ont un impact sur notre mental, notre morale, etc. Voilà, c'est un peu pour ça que je dis qu'il faut privilégier les fruits et légumes pour avoir une bonne alimentation de base. Pour s'éloigner quelque part de la malbouffe, entre guillemets, ou des mauvaises associations ou autres. Oui, ça me parle plus de le manger à 11 heures, je vais essayer. Ah oui, mais 11 heures, c'est même l'idéal. C'est l'idéal parce que voilà, ça te sert de coupe-faim dans ta matinée. Et parce que des fois on a un petit peu une fringale et au moins ça te permet de bien le digérer avant le repas et donc de préparer aussi au niveau donc comme on le sait comme je l'ai dit, donc du coup les fruits et légumes on provoque des fermentations dans les intestins et du coup le fait de fermenter avant le repas, ça permet une meilleure digestion. Donc c'est important de le manger, enfin c'est important, c'est très intéressant de les manger sur les coups de 11 heures et vers 4-5 heures l'après-midi aussi. Avec un petit carré de chocolat éventuellement l'après-midi, qui est bon parce que c'est un antioxydant aussi. Le chocolat noir à plus de 70%. Voilà. Donc ensuite, j'ai parlé des fruits et légumes et j'en ai parlé un petit peu en parlant des fruits et légumes, de l'apport en eau. Donc là, ce qui va nous intéresser, le deuxième point, ça va être l'eau. Donc comme vous le savez, j'en ai déjà parlé dans un précédent live, mais l'eau, c'est l'élément essentiel de notre organisme. J'en ai parlé juste avant, donc on est composé à 65% d'eau et la qualité de l'eau que l'on consomme est très importante. Donc pourquoi? Parce qu'elle passe la barrière intestinale et elle est diffusée dans tout le réseau sanguin et lymphatique, dans les membranes cellulaires, dans les pores, dans toutes nos cellules. Donc c'est vraiment important parce que on est vraiment composé d'eau. Donc ce qui est important à travers l'eau, ce qui va se passer, c'est qu'en fait quand on boit l'eau, quelque part on vient renouveler l'eau que l'on a parce que l'eau on va l'évaporer par la transpiration, on va l'évaporer ne serait-ce que par le fonctionnement de notre organisme. Donc c'est important d'en apporter une nouvelle pour recompléter l'eau qu'on a perdue en étant en activité et pour renouveler l'eau et éviter la stagnation des toxines dans notre organisme. Vraiment, il va y avoir ce mouvement dans l'organisme qui va faire que l'eau va venir se remplacer et donc permettre un meilleur fonctionnement de nos cellules, un meilleur fonctionnement de notre organisme. Donc à tous les niveaux, quand je dis notre organisme, c'est vraiment tous les niveaux, que ce soit la digestion, que ce soit une meilleure transpiration, que ce soit un meilleur fonctionnement de notre cerveau, de notre mental, de nos réflexions, de tout. Donc vraiment, l'eau, elle a cette incidence dans tout. Donc, et quand je dis qu'il faut qu'elle soit de bonne qualité, alors en naturopathie, on dit qu'il faut que le résidu à sec soit le résidu à sec à 180 soit inférieur à 120, il me semble. Il faudrait que je regarde le chiffre exact, mais il me semble qu'il faut qu'il soit inférieur à 120. Alors sans vouloir faire de marque ou quoi, en magasin bio, vous avez 2 marques notamment qui sont résidus à sec à 180 inférieurs et vous en avez certaines eaux minérales de source dans certaines grandes surfaces qui sont bien aussi.
Alors l'idéal c'est de boire donc environ 2 litres par jour, mais c'est proportionnel à notre poids, mais globalement quand on fait 50, 60, 70 kilos, on va dire globalement on a besoin de 2 litres par jour. Mais, alors c'est important d'avoir ces 2 litres par jour, mais il ne faut pas boire trop non plus. Donc ça va dépendre de l'état de vos reins. Ça va dépendre de l'état de vos reins. Si vos reins ne sont pas en bon état, on va dire ça comme ça, vous risquez d'épuiser vos reins plutôt que d'aider votre organisme. Donc c'est vraiment aussi, il faut faire attention à ça. Mais globalement, on va dire une personne lambda qui a avec des reins qui sont en bonne santé, 2 litres par jour, c'est à peu près ce qu'il nous faut pour que notre organisme fonctionne bien et qu'il soit bien renouvelé. Véronique, alors l'eau du robinet. Alors là, je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là parce qu'en fait, c'est tellement controversé. Parce que si on boit de l'eau en bouteille, on va dire que c'est pas bon parce que l'eau est en bouteille en plastique, généralement dans les grandes surfaces. Donc l'idéal, c'est peut-être de prendre une bouteille en verre, de préférence en verre bleu pour avoir cette notion de... Enfin, après, c'est des croyances aussi, mais on dit que l'eau bleue, enfin avec la bouteille bleue... assainit l'eau quelque part, voilà. Et l'eau du robinet, moi personnellement, je bois de l'eau du robinet. Alors c'est controversé parce que on sait qu'ils mettent des produits comme le chlore, etc. pour traiter l'eau. Mais voilà, entre l'eau qui aura stagné dans des bouteilles en plastique au soleil, notamment l'été, ou l'eau du robinet, finalement, entre les particules de plastique et le chlore qu'on va retrouver dans notre eau du robinet, voilà. Alors, il existe des systèmes de filtration, des systèmes de bonbonnes, vraiment, qui sont super, avec de l'énergétique, j'ai oublié le nom, de la dynamisation de l'eau, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Après, c'est des prix exorbitants, mais c'est vrai qu'on l'achète une fois et on l'a chez soi, et c'est très bien. Voilà, donc il y a des systèmes spécifiques pour ça qui fonctionnent bien, voilà. Donc la dynamisation, ça permet, c'est encore des choses énergétiques et autres, mais la dynamisation, ça permet de redonner, relancer l'énergie à l'eau. Tout comme par rapport à l'eau du robinet, si on boit de l'eau du robinet, il faut éviter de la boire tout de suite à la sortie de l'eau du robinet parce qu'elle a l'information de ce qui s'est passé dans les tuyaux. Donc on va tirer l'eau du robinet et la laisser se poser, stagner. On peut par exemple les mettre dans une bouteille en verre et la laisser reposer, la boire que le lendemain, des choses comme ça. En tout cas, la laisser reposer. J'espère répondre à ta question, Véronique. Alors, boire de l'eau, oui. Donc, il y en a qui disent, par exemple, mais moi, je bois 2 litres par jour. Mais qu'est-ce que vous buvez? Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de soda, il ne s'agit pas d'alcool, des choses comme ça. Donc, j'en parle bien de l'eau, ce qui est différent du café, différent des tisanes, qui sont aussi des excitants. Et les excitants ne sont pas bons pour l'organisme s'ils sont trop consommés. Donc, en boire un peu, mais pas trop. Donc c'est bien de boire des tisanes et du café, mais voilà, ça va être 1-2 par jour, mais pas plus. Le reste du temps, privilégiez l'eau au maximum. Voilà, donc la question que je vous pose du coup à ce moment-là, c'est est-ce que vous avez conscience de cette importance de l'eau pour votre organisme? Est-ce que vous buvez suffisamment et de l'eau de bonne qualité? Donc ce qui est important du coup pour l'eau aussi, donc j'en avais parlé, c'est ça que j'avais dit dans mon précédent live sur l'hypersensibilité avec les enfants, c'est que l'eau représente, enfin notre cerveau contient 80% d'eau, donc c'est le premier organe qui a les effets indésirables de la déshydratation. Et donc je parlais la dernière fois, donc notamment avec les enfants, du manque d'hydratation qui peut causer, donc je dis les enfants, mais c'est tout le monde, hein, qui peut causer donc un dérèglement dans l'organisme, donc une déshydratation, et donc entraîner des perturbations comme des crises des colères, donc de la perturbation de nos émotions. Alors Véronique, tu dis, je bois uniquement quand j'ai soif. Et Karine me dit, je dois me forcer, j'ai un signal quand j'ai mal au rein, je sais que je dois boire. Alors ça veut dire que c'est trop tard en fait. Donc là vraiment, il faudrait quelque part se dire, toutes les heures ou toutes les 2 heures, je bois un verre d'eau. L'idée, c'est pas de boire 2 litres d'eau d'un coup en disant, c'est bon, j'ai bu mes 2 litres d'eau et tout va bien. Non.
L'idée, c'est que ça se soit réparti sur toute la journée. Donc, ce qui est plus facile, c'est d'avoir une petite bouteille d'eau de 50 centilitres et de se dire, dans la matinée, j'en bois 2. Donc, avant 10 heures, toutes les heures, je bois la moitié de ma petite bouteille d'eau. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça, ou avoir une thermos de 75 centilitres et de dire le matin je bois ma thermos et le soir et l'après-midi je bois ma thermos. Et sachant que le reste du temps vous allez boire des tisanes, des choses comme ça, ou boire au cours du repas, voilà. Il existe une application qui sonne toutes les heures pour penser à boire. Oui, voilà, c'est possible aussi. Mais voilà, moi je sais que quand je travaillais dans le magasin, j'amenais ma thermos le matin et je me disais, j'amenais 2 ma thermos, une pour le matin et une l'après-midi. Je me disais, bon, ce matin tu bois la première, cet après-midi tu bois la deuxième. Voilà, se fixer des mémos quelque part aussi. Donc du coup, voilà, notre cerveau contient 80% d'eau. C'est le premier organe à ressentir les effets néfastes, les effets de la déshydratation. Et donc la déshydratation entraîne des perturbations de notre organisme, un dérèglement de notre organisme. En fait, la déshydratation, c'est le signe d'un dérèglement de notre organisme parce qu'on n'a pas bu suffisamment d'eau. Et donc ça va avoir un impact sur nos émotions, et qui provoquer des crises, des colères, des perturbations de nos émotions. Donc on dit que l'eau c'est le secret de l'apprentissage, donc qui est indispensable aux transmissions électriques des terminaisons nerveuses qui nous permettent de percevoir, de penser et d'agir. Donc c'est en ça que ça agit sur nos émotions, nos pensées, notre morale, sur tout ça. C'est essentiel au fonctionnement des cellules cérébrales, donc à l'ensemble des cellules, mais là je parle précisément du cerveau, donc c'est pour ça que j'ai noté ça. Il permet au cerveau de se débarrasser des toxines pour optimiser son activité. Donc voilà, c'est ce que je disais, l'eau permet un renouvellement de l'eau au sein de nos cellules, et comme nous avons beaucoup de cellules au sein de notre cerveau aussi, donc ça permet de se débarrasser des toxines, d'éliminer les toxines avec ce renouvellement de l'eau. Et ça apporte les nutriments dont le cerveau a besoin pour se nourrir. Donc voilà, le fait d'apporter suffisamment d'eau à notre organisme et donc à notre cerveau nous permet de le faire fonctionner correctement. Et donc si notre cerveau fonctionne correctement, eh bien nous avons une meilleure gestion de nos émotions. L'eau améliore la concentration, la coordination mentale et physique et les facultés d'apprentissage. Donc pour bien fonctionner, il a besoin d'eau, mais aussi d'une alimentation équilibrée, d'une activité physique, de sommeil régulier, en bref, d'une très bonne hygiène de vie. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça, parce que la bonne hygiène de vie, c'est grâce à cela qu'on va obtenir donc une bonne homéostasie de notre organisme, un bon équilibre. Donc on a vu les fruits et les légumes, l'alimentation, on a vu l'eau. Maintenant, je vais vous parler du sommeil. Donc le sommeil, c'est vraiment une nécessité pour l'être humain d'avoir vraiment un bon sommeil, un bon repos dans de bonnes conditions, en qualité et en quantité suffisante, pour que vraiment notre organisme atteigne son plein rendement pour la journée. Donc un bon sommeil, une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 3 à 5 cycles de 90 minutes en moyenne, donc 90 minutes, 1h30. Donc il est important de respecter ces cycles pour avoir un sommeil réparateur et de bonne qualité. Donc la petite astuce que l'on peut avoir, c'est de se dire, ok, on va partir du lendemain matin. À quelle heure j'ai besoin de me lever pour aller commencer ma journée? Et à partir de cette heure-là, comptez des cycles d'1h30. Donc selon les personnes, il y en a qui ont besoin de dormir 5 heures leur suffisent, d'autres c'est plutôt 8 heures, d'autres c'est davantage, d'autres moins. Enfin, chacun connaît quelque part son temps de sommeil idéal, qui est différent de chacun. Donc voilà, de dire je me lève par exemple à 8 heures le matin, je compte 1h30, 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 combien j'ai besoin de cycles, à quelle heure dois-je me coucher? Et donc de respecter cette heure-là et de se prévoir un petit peu de temps avant, parce qu'on ne s'endort pas tout de suite non plus, donc prévoir un peu de temps et de se dire, ok, si par exemple il est prévu que je m'endorme à 22h, je vais venir me coucher à 21h45, comme ça le temps de me mettre dans le lit, de me réchauffer, de trouver ma place, etc. Je serai dans de bonnes dispositions pour qu'à 22h je puisse commencer à dormir
pour respecter mes cycles de sommeil, pour du coup bien me réveiller le lendemain matin. Et pour faire un lien avec l'alimentation, le soir, le repas du soir, il faut qu'il soit le plus léger possible pour favoriser un meilleur sommeil, pour éviter d'avoir une trop lourde digestion pendant la nuit, parce que c'est pendant la nuit que notre corps digère et quelque part, c'est la nuit que le foie travaille, et le foie c'est l'organe le plus important, un des organes les plus importants de notre organisme, et c'est pendant la nuit qu'il fait son travail et son processus de nettoyage, de détoxification du corps, etc. Donc c'est important le soir d'avoir un repas le plus léger possible, pour laisser toute l'énergie disponible à notre corps pour que le foie travaille, pour favoriser un meilleur sommeil et se réveiller donc la meilleure façon qui soit le lendemain matin. Il se régénère. Voilà, pendant la nuit, vraiment, notre corps il se régénère parce qu'il met toute son énergie au service du foie qui fait ce travail de détoxification, de nettoyage, de régénération. Donc vraiment favoriser au maximum un repas léger, éviter tout ce qui est toxique le soir à travers les écrans de téléphone et autres pour amener le moins de toxines possible à notre organisme, et se coucher suffisamment tôt pour avoir ces bonnes heures de sommeil. Sachant que toutes les heures de sommeil qui sont passées avant minuit sont les plus réparatrices. Donc il ne s'agit pas de se dire, bon, ok, moi je me couche à minuit, 1h du matin, et je me lève à 10-11h, c'est pas grave. Oui, vous aurez vos temps de sommeil, et ça c'est bien, mais vous n'aurez pas les temps de sommeil les plus réparateurs. Et ça c'est dommage. Donc se coucher tôt fait partie d'un bon sommeil. Donc bien dormir, comme je le disais, avoir une bonne qualité de sommeil, ça va permettre d'éliminer les risques d'irritabilité, de symptômes dépressifs, de prise de poids, d'hypertension, d'infection, etc. Pour récupérer au maximum sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Donc on sait bien tous que si on dort mal, eh bien on se réveille grognon le matin, ronchon, de mauvaise humeur. Et ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, tout de suite, dès le matin, si on est de mauvaise humeur, forcément, c'est que ça va jouer sur nos émotions. Ça va jouer sur nos émotions, notre humeur, et donc du coup, on va être plus sensible, plus perceptible aux événements extérieurs, et donc ça va avoir une incidence vraiment sur nos réactions. Donc après avoir bien mangé, bien dormi, bien bu, nous allons pratiquer une bonne activité physique. Donc une activité physique, donc bien sûr là il y a le sport, mais même le sport en trop grande quantité est néfaste, il faut en faire un peu régulièrement, mais pas en trop grosse quantité. Ça c'est aussi un stress oxydatif pour l'organisme. Donc du sport oui, de façon raisonnable et régulière. Donc le sport, oui, mais on peut très bien aussi simplement aller se balader en nature, marcher, nager, faire du yoga, faire des choses, une activité agréable, légère, sans en arriver à faire du sport intense. L'organisme n'a pas forcément besoin de sport intense. Donc le sport ou l'activité physique, quelle qu'elle soit, vous le savez, donc est très bénéfique pour la santé, pour le cœur, le corps et l'esprit. Donc elle améliore donc la santé mentale en diminuant la dépression, l'anxiété, la douleur, et ça diminue aussi le côté de solitude, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut faire des rencontres agréables et sympathiques, ne serait-ce qu'avec les êtres humains ou avec les animaux de la nature, ou la nature en elle-même. Donc l'activité physique améliore également la concentration, donc le sommeil aussi, parce qu'on se fatigue, mais de la bonne façon, et donc améliore aussi le niveau d'énergie. Donc à vous de choisir l'activité physique qui vous convient le mieux et qui est la plus agréable pour votre mental. Voilà, donc l'autre question, pratiquez-vous une activité physique régulière et qui vous soit agréable afin de favoriser au mieux votre corps et donc votre mental et donc votre lien à votre âme. Et donc après l'activité physique, après avoir bien bu, bien mangé, bien dormi, eh bien il est important
de se détendre, d'apporter à notre organisme une détente, un moment pour soi. Tu fais pas d'activité physique, Karine? Eh ben moi non plus. J'en fais pas vraiment. Enfin, si je vais me balader dans la nature, dès que je peux, j'aime bien sortir dans la nature, mais c'est vrai que ça fait partie des choses que je ne pratique pas assez. Et donc, c'est vrai de préparer ce live, je me suis dit, oh, ça je fais pas, ça je fais pas assez, ça faudrait que je le fasse davantage, etc. Donc du coup, là, on va en arriver. Donc, toi, Véronique, tous les matins, 15 minutes de marche tous les jours. Et ben voilà, c'est génial, c'est parfait, c'est bon pour le mental, pour le corps, pour l'esprit, pour tout. Vraiment super. Bravo à toi. Tu nous donnes une belle leçon. Donc après tout ça, c'est bien de se détendre. Se détendre, donc méditer, se relaxer, écouter de la musique. Pourquoi se détendre? Pour lutter contre le stress oxydatif, encore une fois, et mieux appréhender ses émotions. Donc pourquoi? Parce que se détendre, ça va nous obliger à interrompre, à s'extraire d'une activité en cours, donc s'extraire d'un facteur de stress, un facteur de tension, pour se mettre du coup, prendre du recul et se mettre dans des conditions favorables pour ainsi mieux revenir à son activité de départ. Donc être moins focalisé au niveau de l'attention, être moins réactif physiquement et moins impliqué socialement permet donc du coup de lâcher prise, de se détacher mentalement, de ne plus vouloir tout contrôler, de vivre l'ici et maintenant, d'être donc du coup dans l'instant présent. Donc je vous fais un rappel de mon live sur l'hypersensibilité et l'instant présent. Donc vous pouvez y retourner pour vraiment voir comment faire en sorte de vivre ce moment présent. Donc on l'a vu, donc méditer, se relaxer, respirer, écouter de la musique, mais aussi faire de l'art-thérapie. Donc pourquoi? Parce que cela vous aide à être dans un état méditatif, de relaxation, de laisser aller vos pensées et donc de vous détendre. Donc autre question, prenez-vous suffisamment le temps de vous détendre dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose plus vous privilégierez, je vais y arriver, plus vous privilégierez de temps pour vous, de temps de détente, de relaxation, et mieux vous vous sentirez du coup pour vos activités plus stressantes, plus angoissantes. Et donc plus vous gérez au mieux vos émotions. C'est bien les filles, toutes les deux, oui, super. Il est déjà la nuit, ça fait déjà une demi-heure, mais bref, petite diversion. Donc c'est plus vraiment là naturaux. Gestion des émotions purement et simplement. Est-ce que vous connaissez éventuellement les fleurs de bac ou les élixirs floraux? Donc vraiment, les élixirs floraux, c'est quelque chose, on va dire, c'est un peu comme un complément alimentaire qui est vraiment du coup naturel, mais en lien avec ses émotions. C'est vraiment donc il y a les fleurs du Dr Bach où il y a encore d'Eva, donc tu connais de nom, mais pas plus que ça. Donc les élixirs floraux, c'est vraiment une préparation florale. Donc c'est des personnes qui vont aller cueillir à un moment stratégique bien précis pendant ou avant la rosée du matin, pour vraiment avoir la pleine essence, la pleine énergie de la fleur, de la plante utilisée, qui va venir lui faire la mettre dans de l'eau au soleil pour la faire donc se solariser, se faire prendre complètement l'énergie du soleil et de la lumière. Et ensuite, cette fleur va être récupérée, dynamisée, pour lui donner cette dynamique, cette énergie de la dynamisation va lui donner donc tous ses pleins pouvoirs également. Et ça va être associé à du cognac, c'est fait avec de l'alcool. Donc c'est le dosage, c'est le 1/240, c'est-à-dire que pour 240 gouttes d'eau florale, vous aurez une goutte pour 239 gouttes d'alcool, vous allez avoir une goutte d'élixir. Et en fait, cela, après, vous allez l'ingérer une goutte 3 fois par jour pendant 21 jours. Donc c'est un cycle de 3 fois. Et donc
ça va vous permettre d'agir sur l'inconscient, sur le côté énergétique de vos émotions. Et en fait, c'est 3 cycles de 7 jours. Donc le premier cycle, c'est en fait une information qu'on va venir transmettre au corps à travers l'eau, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a les expériences de Hashimoto pour lesquelles on voit en fonction de ce qu'on va transmettre comme information à son eau, ça va former des cristaux au niveau de cellulaire, au niveau des cellules de l'eau. Selon si on dit je t'aime à l'eau ou si on dit je te déteste, l'eau capte cette information. Et donc le but à travers cela, c'est un peu ce que je vous disais avec la bouteille d'eau de couleur bleue, on apporte une information. Tout comme on peut écrire je t'aime ou amour ou bienveillance ou tendresse ou ce qu'on veut sur notre bouteille d'eau que l'on va boire. Et cette information va être transmise à l'eau. Et bien là, c'est la même chose à travers les plantes. Chaque fleur va avoir une fonction, si on peut dire ça, ou va travailler sur une émotion en particulier, et donc va être transmise à l'eau va être transmise à l'eau. L'information va être transmise à l'eau, et c'est avec le cognac que ça permet d'être dynamisé et d'être... il se passe quelque chose en tout cas avec le cognac. Et donc voilà. Mais il existe des fleurs de Bach ou des fleurs de Deva, je vais expliquer la différence, qui sont sans alcool, mais du coup, ils vont utiliser du sucre à la place d'utiliser l'alcool. Donc, l'un dans l'autre, de toute façon, ça va être pareil, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que de toute façon, c'est en faible quantité, ça n'a pas d'impact pour quelqu'un qui veut pas, enfin, ça n'a pas d'impact, l'alcool n'aura pas d'impact sur l'organisme proprement dit, vu la faible quantité, parce qu'on parle quand même de 3 gouttes, 3 fois par jour, donc ça fait 9 gouttes par jour, mais qu'est-ce qu'une goutte? C'est pas un verre d'alcool, on est d'accord. Donc c'est quand même en faible quantité. Mais l'impact de l'information avec la conscience de la personne qui aura été cueillir, parce que c'est pas n'importe qui va cueillir les fleurs, c'est vraiment une personne qui met une intention, une conscience, qui met son cœur, son âme, et qui a vraiment cette énergie-là, qui va venir cueillir, qui va venir solariser cette fleur, qui va venir la dynamiser, lui apporter donc toutes ces informations de cœur qui vont vous être transmises avec l'information de la fleur proprement dite. Et donc c'est très intéressant pour traiter ces émotions. Et donc vous avez donc les fleurs du Dr Bach, qui est donc à l'origine du brevet qui a créé ces élixirs floraux. Et donc il y a 38 fleurs utilisées qui sont réparties en 7 familles différentes, qui vont être la peur, l'insécurité, le doute, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité, le découragement, désespoir, la préoccupation excessive d'autrui. Donc ça va être ce qui est négatif et qui va nous apporter de positif. Donc du coup, la confiance, la sérénité, la force et la volonté, la vitalité, la joie de vivre, la communication, la sociabilité, l'équilibre, le calme, le courage, l'espoir, la compréhension, l'acceptation. Donc ça, les fleurs de Bach sont réparties en 7 familles qui chacune vont avoir 3 ou 4 fleurs. Par exemple, les peurs, il y a 3 ou 4 fleurs qui concernent les peurs. Il y a 3 ou 4 fleurs qui vont concerner les doutes, l'incertitude, et on va travailler comme ça sur nos émotions. Donc ça, c'est quelque chose que je conseillais énormément dans le rayon santé-beauté à l'époque où je travaillais dans le magasin bio, parce que c'est vraiment quelque chose qui me parlait au niveau des émotions, de la gestion des émotions. Et donc il y a les fleurs de Bach et il y a les Deva, parce qu'à l'époque du Dr Bach, donc aujourd'hui le Dr Bach est décédé, donc Deva a pris la suite, avec des nouvelles émotions et qui se sont adaptées, on va dire, au courant de notre vie d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque de Dr Bach, par exemple, les divorces n'existaient pas, il y a plein de choses qui n'existaient pas, que l'on vit aujourd'hui en termes d'émotions et de complexité de vie, qui sont traitées aujourd'hui avec de nouvelles fleurs, de nouvelles expériences au travers de Deva, qui là, du coup, il y a plus de 100 fleurs. Donc moi, personnellement, je connais pas trop Deva, mais je sais que ça existe par rapport à ça. Je reste personnellement sur les fleurs de Bach. Mais voilà, après, je ne vends rien, j'ai aucun lien avec des labos ou quoi que ce soit. Juste, je vous en parle parce que je sais que ça existe et que ça peut être intéressant. Voilà, simplement, ça s'arrête là. Et vous avez notamment le complexe de secours qui existe, ou rescue selon les marques, qui est un mélange de 7 fleurs qui peut agir, du coup, là, en cas de stress intense, en cas de... Vraiment, là, tout de suite, je suis en stress, en angoisse, ça va pas du tout. Hop, je prends le complexe de secours. Déjà, rien que celui-là, sans connaître les fleurs une par une, peut vous aider.
Voilà pour les fleurs de bac ou les élixirs, les élixirs floraux. Donc j'en reviens à mon dernier point, donc qui va être du coup, donc on a dit l'activité physique, moi je reviens du coup à se détendre, à l'activité pratique. Un moyen de se détendre, donc vous l'aurez compris, c'est l'art-thérapie qui va vous aider du coup à relier ce corps, âme, esprit. Pourquoi corps? Parce que quand on crée, quand on va venir faire nos exercices d'art-thérapie, eh bien on utilise le corps pour dessiner, pour peindre, pour écrire, voilà, pour chanter, pour danser. On va venir utiliser le corps. L'esprit, parce que du coup ça va avoir une action sur notre esprit, parce qu'on va du coup pour faire les exercices d'art-thérapie se mettre en condition, donc peut-être par de la méditation, de la respiration, le côté pleine conscience à ce que l'on fait, expression de ses émotions, donc on va être voilà, dans l'esprit du coup, et ça va faire intervenir notre âme parce qu'on est vraiment dans ce moment de conscience pour nous. On utilise notre véhicule, notre corps et notre esprit dans pour une bonne initiative, pour faire en sorte d'aller mieux et donc pour s'aligner davantage à qui l'on est. Donc vraiment ça, l'art-thérapie, c'est vraiment intéressant. Et il y a toute une belle palette de possibilités que je vous ai déjà évoquées, donc d'écrire, de dessiner, de chanter, de faire du collage, de danser. Vraiment tout ça, ça va nous aider à créer une homéostasie également. Donc voilà, découper, coller, associer, mettre des couleurs, des formes, des matières, tout ça, ça va nous aider à être dans le moment présent, dans l'instant présent, et à contribuer à exprimer nos émotions et à faire en sorte que l'on soit mieux dans notre quotidien. Donc voilà, pour faire un petit résumé, donc on a vu l'homéostasie, les fruits, les légumes, l'eau, l'activité physique, le sommeil, se détendre, l'art-thérapie, voilà. Et donc le truc à éviter, donc vous le savez, le sucre blanc raffiné, les sodas, les viennoiseries, les pesticides, les toxines, café, thé, tout ça, et surtout les mauvaises pensées. Donc pour cela, l'art-thérapie peut vous y aider. Associé donc à la naturopathie, pourquoi pas, mais moi en ce qui me concerne aujourd'hui, je ne fais plus que de l'art-thérapie, donc comme vous le savez, je suis praticienne en art-thérapie. Voilà Véronique, je sais que tu dois partir, pas de souci, j'en ai fini de toute façon, donc tu as rien loupé. Je te remercie d'avoir suivi ce live, à Karine également. J'espère que je vous ai apporté une aide dans votre quotidien, de faire en sorte que vous ayez la plus belle et la meilleure homéostasie, donc l'équilibre de votre corps, de votre âme et de votre esprit à travers ces conseils qui ont été un peu annexés naturaux, mais c'est pas grave, je pense que c'est une partie de moi également et que c'était, je pense, important de vous transmettre aussi. Donc l'art-thérapie peut venir se nicher au milieu de tout ça. Donc avoir une bonne base d'alimentation, d'activité, de sommeil et autres, mais ça c'est du quotidien, j'ai envie de dire, et associé du coup à l'art-thérapie qui va devenir votre meilleur ami. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. Merci Karine. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Je pense qu'on va certainement revenir du coup aux outils, donc peut-être aux différents types de dessins. Je pense que je vais parler de ça la semaine prochaine. On verra. Merci à toi d'avoir parlé de ton outil naturel. Bah voilà, c'était une petite partie de moi et je pense que c'est important parce que ça joue vraiment sur notre organisme, sur nos pensées, sur nos émotions et plus on peut associer de choses au service de nos émotions, au service de notre hypersensibilité, et mieux ce sera. Donc si ces conseils je les ai et je les porte en moi, ce serait vraiment dommage de ne pas vous les transmettre. Donc voilà. Voilà, voilà. Allez, de gros bisous à vous toutes, une très bonne journée et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.